La presse fait son travail. L'opinion a toujours eu envie de faire tomber les puissants. C'est pas nouveau. Et de soulever les scandales. Et c'est à l'honneur de la presse de le faire. On ne peut pas critiquer la presse de soulever les scandales et de dire les choses, à condition que ce soit des choses vraies. Mais en même temps, c'est vrai que la presse est mangée. Quand elle croit, ce qui lui arrive à certaines presses, qu'une fausse nouvelle est une nouvelle, qu'un démenti est une autre nouvelle et qu'un correctif est une troisième nouvelle, évidemment, elle finit par se tuer elle-même. Bonjour, nous recevons Jacques Attali, qu'on ne présente plus. Jacques Attali, vous publiez, je crois que c'est votre 80e livre, 50e essai, une histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après. Et vous expliquez que, évidemment, la communication, elle a démarré très très tôt, moins 30 000 ans avant Jésus-Christ, chez les hominidés qui viennent avant les Homo sapiens, l'Homo sapiens, qui s'envoyaient des signaux de fumée, voire des cris, des bruits. Et Jules César lui-même note que les Gaulois communiquaient par des cris. C'est ça ? Et des signaux de fumée. Mais des cris aussi, puisqu'ils s'envoyaient des cris de village en village et ça allait extrêmement vite. Ça parcourait des grandes distances. Alors, la grande nouveauté de ces 20 dernières années, vous l'écrivez, c'est le déploiement des réseaux sociaux. Vous citez deux lois, la loi de Moore et la loi de Metcalfe. Oui. Expliquez-moi un petit peu comment ces réseaux sociaux ont réussi, par ces lois, à agréger le plus grand nombre. La loi de Moore, ça dit que la puissance de calcul d'un ordinateur double tous les 18 mois. Et la loi de Metcalfe dit que la puissance d'un réseau est égale au carré du nombre de ses membres. Et donc, on voit bien que la jonction de ces deux lois fait que la capacité de croissance d'agrégation des réseaux est extrêmement rapide. Et alors que la presse écrite a mis plusieurs siècles avant de s'imposer, puisqu'elle commence au XVIe siècle, avant même l'imprimerie, et elle s'impose véritablement au XVIIIe siècle, alors que la radio a mis 30 ans à s'imposer entre 1920 et 1940, 1950, que la télévision s'est imposée en 10 ans entre 1940 et 1950, les réseaux sociaux sont imposés finalement assez lentement, puisqu'ils commencent à apparaître sans que personne ne les voie dans les années 80, et puis surtout en l'an 2000. Et là, ils ont été tellement rapides que les autres médias ne les ont pas vus venir, alors que la radio, les journaux écrits sont énormément méfiés de la radio, à tort, puisque la radio n'a pas de nuire aux journaux papier, ni à la télévision non plus. Là, les journaux papier n'ont pas vu que les réseaux sociaux étaient leur porter un coup fatal. Oui, effectivement, aux États-Unis, puisque tout part des États-Unis en général, un quart des journaux papier ont disparu, notamment dans la presse régionale. Vous dites que ces journaux ne sont plus adaptés à la vitesse de l'information. Voilà, non seulement ils sont plus adaptés à la vitesse de l'information, mais ils vont perdre toute leur publicité qui va basculer sur les réseaux sociaux. Et la vitesse de l'information exige de la part des informateurs d'aller beaucoup plus vite, ce que les journaux peuvent produire en ayant leur propre site internet, mais ce n'est plus du journal papier. Et donc les journaux papier, dont la diffusion baisse depuis plus de 20 ans maintenant à l'échelle mondiale, sauf au Japon, en Chine ou en Inde, partout dans le monde, presse nationale et presse quotidienne et presse de province, les journaux baissent significativement. Vous dites même ceux qui s'en sortent le mieux, comme le New York Times, qui est une référence et un modèle, ils connaissent une perte de valeur considérable, puisque l'abonnement numérique coûte beaucoup moins cher. Voilà, ils se vantent d'avoir beaucoup d'abonnés, mais d'abord c'est très peu. 5 millions d'abonnés, quand vous avez là-dedans 1 million pour la cuisine et 1 million pour le jeu d'échecs, ça ne fait pas grand-chose à l'échelle mondiale et encore, surtout à l'échelle de la langue anglaise. C'est très peu de choses. Alors, il y a des journaux qui survivent. On les connaît peu, mais les grands journaux qui survivent, c'est les mensuels associatifs des personnes âgées. C'est les grands journaux liés à une cause particulière, animale, les chasseurs, etc. Ça survit encore. Mais ce n'est pas des journaux d'information.
au Et alors sens classique. justement, il y a tout un débat sur les fake news, sur cette démocratisation de l'information qui a des effets pervers, sur le fait qu'aujourd'hui on navigue entre le complotisme et des informations qui, elles, sont vérifiées par des professionnels. Pourtant, dans votre tableau, en annexe 12, vous voyez que j'ai bien regardé, vous dites que dans la confiance des médias, les journaux régionaux et les médias locaux s'en sortent le mieux. Absolument. Je pense Alors, que les journaux locaux, les journaux régionaux et votre propre groupe a fait des choses magnifiques puisqu'il est le premier journal, enfin vous avez le premier journal français dans votre constellation, reste quelque chose de très sérieux et en effet la grande bataille de demain sera qui sera crédible pour donner l'information. Aujourd'hui, celui qui est le plus crédible pour donner l'information, ça reste le journal de proximité, mais en même temps les gens le lisent moins. C'est comme ça. vous dites qu'il faut revaloriser le journalisme, il faut former, protéger, financer. Absolument. Il faut d'abord apprendre à chacun à distinguer le vrai. C'est très important d'enseigner à l'école qu'est-ce que c'est que la vérité, distinguer la vérité, une information d'une opinion, savoir comment chercher le vrai et le faux. Et il faut que les journalistes soient éduqués à cela. Il faut enseigner dans les écoles du journalisme l'obsession de la vérité. Il faut d'ailleurs que les journalistes et les journaux s'associent davantage aux universités qui ont un réservoir de savoir considérable, pas assez mis à contribution, pour mener en permanence cette bataille contre les mensonges. Est-ce que les journalistes ont creusé leur tombe? Je me souviens une dernière cérémonie de vœux avec François Mitterrand, déjà malade, qui disait à force de critiquer les politiques, vous verrez que vous serez mis dans le même lot. Aujourd'hui, est-ce que la presse, à force de dénoncer les élites, elle s'est mise dans un circuit, enfin dans une impasse? D'abord, ce pas des vraies élites. Les vraies élites, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est les médecins, c'est les chercheurs, c'est les artistes, c'est les créateurs, c'est les intellectuels. C'est ça les élites. À la force de dénoncer les pouvoirs, peut-être. C'est des pouvoirs dont on parle. Mais en réalité, la presse fait son travail. L'opinion a toujours eu envie de faire tomber les puissants. C'est pas nouveau. Et de soulever les scandales. Et c'est à l'honneur de la presse de le faire. On ne peut pas critiquer la presse de soulever les scandales et de dire les choses, à condition que ce soit des choses vraies. Mais en même temps, c'est vrai que la presse est mangée. Quand elle croit, ce qui lui arrive à certaines presses, qu'une fausse nouvelle est une nouvelle, qu'un démenti est une autre nouvelle et qu'un correctif est une troisième nouvelle, évidemment, elle finit par se tuer elle-même. Donc, elle doit absolument dénoncer les scandales, mais dans une obsession de la vérité qui est parfois incertaine. Comment vous analysez le rôle des réseaux sociaux sur la présidentielle américaine qui a vu le départ de Donald Trump? Les réseaux sociaux n'ont finalement pas joué de rôle puisqu'il a été battu, mais ils ont certainement contribué à la puissance de son vote. QAnon, dont je raconte en détail la naissance et l'évolution dans le livre. Alors QAnon, il faut rappeler ce que c'est. QAnon, c'est au départ un site internet japonais très confidentiel qui a été repris aux États-Unis et qui est devenu la grande machine de propagande des conspirationnistes américains qui ont voulu faire croire qu'il y avait dans une pizzeria à côté de Washington, à côté de la Maison Blanche, une organisation pédophile au service des démocrates. Et malgré ces côtés farfelus, ça a fait des millions de soutiens. Aujourd'hui encore, il y a même des gens qui ont été élus au Congrès sous cette mention de QAnon, anonyme. Ça n'a été possible que par les réseaux sociaux. Mais il faut voir que c'est rien à côté de ce qui va arriver dans les 20 ans qui viennent. Peut-être peut-on en dire un mot. Vous parlez des GAFA, vous parlez également alors des BATX, je ne sais pas ce que c'est. C'est les équivalents des GAFA chinois. Voilà. Et qui sont d'une grande puissance, comme les journaux japonais d'ailleurs, qui sont les plus grands du monde, l'Asahi Shimbun entre autres. Vous dites, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les États-Unis seront les seuls à pouvoir mettre au pas les GAFA, à leur imposer des lois antitrust comme ils l'ont fait par le passé? On voit qu'il y a une bagarre actuellement entre Facebook et le gouvernement australien. Les Occidentaux et les Européens se sont plutôt soumis à Google. Est-ce que seuls les Américains peuvent les faire plier? Oui, absolument. Pourquoi est-ce que le gouvernement australien le fait? Parce que un des derniers grands groupes mondiaux de médias, c'est le groupe Murdoch, dont le point de départ est en Australie. Et le gouvernement australien, à la demande du groupe Murdoch, fait tout pour protéger les journaux et les réseaux de médias du groupe Murdoch, aux journaux et autres médias, de l'influence de Google. Et donc, ils ont entamé une bataille frontale qui n'est pas, évidemment pas facile à gagner. Je ne pense pas qu'ils vont arriver tout seuls.
les États-Unis ont encore le pouvoir de faire cela. Ils ont encore le pouvoir d'empêcher Google d'être la grande machine qui avale toute la publicité des médias. Mais à terme, je crois que ça sera l'intérêt même de Google que d'accepter d'être sous contrôle d'une certaine façon, parce que Google, comme Facebook, comme Twitter, comme les autres, sont devenus des services publics. Et où ils acceptent d'être des services publics obéissant des règles publiques, ou alors ils seront les victimes d'une colère populaire considérable. Donc je pense que c'est leur intérêt d'accepter des règles générales. Vous dites qu'il faut retirer aux GAFA l'appropriation des données personnelles. Est-ce que vous croyez que les journaux peuvent se réapproprier leurs inventaires qu'ils ne maîtrisent pas? Il faudrait une vraie bataille. Et il faudrait pour ça que les journaux puissent vouloir s'organiser collectivement à l'échelle au moins européenne pour pouvoir le faire. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Est-ce que la pandémie a servi les journaux? La pandémie semble avoir ralenti la chute de la presse papier, mais pas vraiment, puisque elle est très difficile à trouver. On voit en France en particulier que les réseaux de distribution comme Prestalis ont rendu les choses particulièrement difficiles pour la presse parisienne au moins. Et donc, Elle a favorisé la presse en ligne, en fait. Voilà, le déclin est irréversible. Vous savez, à l'échelle mondiale, la consommation de papier journal a diminué de moitié entre 2000 et 2010 et d'une deuxième moitié entre 2010 et 2020. Donc le mouvement est irréversible. Il y a un autre phénomène que vous pointez dans votre livre, c'est que la propriété des médias a changé de main. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de familles ou de propriétaires indépendants, mais plutôt des grandes fortunes, comme en France, Bernard Arnault, Lagardère, etc. Et ce sont ces grandes fortunes et ces fonds d'investissement qui gouvernent les médias. Est-ce que ça change quelque chose? Ça a toujours été les journaux étaient des occasions de faire fortune. Aujourd'hui, ce sont des occasions de dépenser des fortunes, mais ce sont des occasions aussi de connaître beaucoup de choses sur les clients possibles. Maintenant, il faut bien distinguer ce qui est en train de se passer. Les grands médias, c'est les réseaux sociaux. Ceux qui possèdent des journaux, ça reste relativement anecdotique comparé aux grands médias d'aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, qui sont les vraies puissances. Et si un groupe riche possède des journaux, c'est anecdotique au regard de la puissance médiatique des grands réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer demain. Demain, on va voir progressivement les journaux papier s'éloigner, s'affaiblir, où on va voir les télévisions aussi s'affaiblir au profit de tout ce qui est plateforme de lecture, où la radio va survivre mieux que les autres, parce que la radio est un média extrêmement commode dans un monde nomade, solitaire, de mouvement, et qui a un vrai avenir, et auquel les podcasts donnent un deuxième avenir, et vont apparaître de nouveaux journaux. Je dis que au XVIe siècle, les premiers journaux, c'était des sortes de lettres confidentielles qu'on appelait les avisi, qui étaient manuscrits et que les gens fortunés achetaient à quelques dizaines d'exemplaires. Et on va revoir apparaître des avisi. Je pense que des grands journalistes vont vendre sur Internet, ça commence déjà, des lettres confidentielles. Des journaux beaucoup plus ciblés. Beaucoup plus ciblés, beaucoup plus signés aussi. Fait par des journalistes qui, soit seuls, soit en se mettant ensemble, pourront valoriser et vendre leur travail. Merci Jacques Attali. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.